Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc ce sera une vidéo cas clinique, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais en fait, on va voir un petit peu comment parfois le système de soins, bah, en fait, il peut faire pire que mieux, voire des fois même pire que rien. Je vais vous illustrer ça au travers d'études et en vous racontant l'histoire d'un patient que j'ai eu au cabinet. Ok? Donc avant de commencer, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est ici. Si vous voulez me rejoindre sur TikTok, c'est ici. Et puis, donc on va faire le traditionnel, la traditionnelle estimation de temps de la vidéo. Donc on va dire 45 minutes. Normalement ça devrait pas être très long, il y a 27, 26 diapos, ça devrait pas être très très long. Et à la fin, comme d'habitude sur cette série-là, on finira avec une analyse de commentaires que j'ai pu voir, je crois que c'est sur un post Instagram, et justement on en profitera pour étudier ça un petit peu. Voici la playlist dont je vous parle en fait, hein, ça fait plusieurs mois là que j'ai pas fait de vidéo dans cette playlist, donc en fait c'est des cas cliniques, ok là vraiment je vous parle de patients que j'ai eu au CAB et à chaque fois c'est des thématiques différentes. Parfois ça peut être, on va parler explorer les croyances des patients, parfois bah, des erreurs de prise en charge, des outils de communication. Bah, des échecs que j'ai eus avec des réflexions autour de ça, voilà, tout un tas de choses comme ça. C'est pas la playlist la plus regardée, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 5h20 de vidéos vraiment axées pratiques, avec toujours pareil, quand même des références pour justifier ce que je dis et tout ça. Donc le patient. Là, c'est un patient, il a 40 ans, c'est un coiffeur qui vient pour des douleurs de coude, surtout pour des douleurs de coude. Donc avec douleurs de coude qui descendent un petit peu dans l'avant-bras, qui brûlent toute la zone et qui peuvent même parfois aller jusqu'à la main. Mais la zone vraiment problématique, c'est la zone du coude avec ces brûlures-là. Mais il a aussi des douleurs à l'épaule et des douleurs au cou depuis 2 ans. Ce qui fait qu'en fait, ça fait 2 ans qu'il peut plus travailler. Voilà, ça fait 2 ans qu'il peut plus travailler. Donc les diagnostics, donc posés par le médecin, coude, épicondylite, épaule, il y a une bursite, et les douleurs au cou, il y a de l'arthrose. Notamment à un étage, C5, C6, je ne me rappelle plus précisément, où il y a vraiment beaucoup d'arthrose a priori. Ok. Son parcours de soins, c'est qu'il a vu son médecin généraliste, il a vu un chirurgien, 3 kinés et un ostéo. Donc là, ça commence à faire beaucoup, ok? Et on va voir en fait comment, en partant d'une problématique qui n'aurait peut-être pas dû poser de problème, et ben en fait on se retrouve dans un engrenage avec un patient qui pour des douleurs de coude ne peut plus exercer son métier depuis 2 ans. En termes d'examen complémentaire, en fait le patient il a fait une échographie au niveau du coude qui a révélé en fait donc une atteinte au niveau du tendon des extenseurs et une atteinte au niveau du tendon des fléchisseurs, donc ce qu'on appelle donc bon, avant épicondylite, hein, les termes ils sont un peu vieux, mais voilà une tendinopathie latérale et une tendinopathie médiale. Mais ce patient, il a aussi passé une IRM au niveau de l'épaule qui a révélé une bursite. Et donc, pour l'arthrose cervicale, bah, il a passé une IRM cervicale qui a montré de l'arthrose, voilà, j'avais noté là. C5, C6. Voilà, arthrose plus à ce niveau-là, il y en avait un peu partout, mais surtout à ce niveau-là. Donc on va faire des petits rappels, ok, sur l'imagerie, parce que justement le but c'est aussi de dire en quoi le système de soins, bah, des fois il peut fabriquer des malades. Donc là on va parler de l'épaule, du rachis cervical, et en fait, donc si vous voulez avoir une analyse de tout ça et de comment en fait l'imagerie fabrique des malades, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Ok, vous retrouvez la miniature, hop, on parle épaule, rachis cervical, mais aussi rachis lombaire, on parle des genoux, on parle des hanches, on parle de l'interprétation des IRM et tout ça, et on voit en fait, bon bah voilà, l'IRM, la fabrique à malade, tout est expliqué dans cette vidéo. Mais là en fait, ce qu'on va voir, c'est que ok, il y a peut-être une bursite au niveau de l'épaule, mais en fait, voilà, donc chez les patients entre 40 et 70 ans qui sont asymptomatiques, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent, hein, des atteintes au niveau de la bourse, et sachant qu'on a des anomalies asymptomatiques de l'épaule qui sont présentes chez 96% des sujets qui ont entre 40 et 70 ans,
Bon, voilà, on peut s'attendre à ce que la douleur à l'épaule, en fait, elle soit pas forcément due à cette bursite. Ok? Ça peut l'être, mais pas forcément. Surtout que là, en fait, on a un patient qui se plaint finalement, quand on met un peu de logique dans la douleur ici, bah, en fait, on a une douleur qui part du cou, qui descend dans l'épaule, le bras, le coude, qui brûle au niveau de l'avant-bras et qui peut aller parfois jusqu'à la main. Ok? Donc, hypothèse, on va faire deux hypothèses, il y en a plein de possibles, hein, mais deux hypothèses. Soit il a un problème à un endroit cervical qui peut donner des douleurs tout le long du bras, on connaît un peu, tout ce qu'on appelle névralgie cervico-brachiale et tout ça. Soit c'est un patient, il a vraiment pas de chance, et il a vraiment un problème de cou, un problème d'épaule, un problème de coude, et même un problème de poignet finalement, parce que il a aussi mal au poignet. Ok? Donc je vous laisse vous faire votre hypothèse. En attendant, on revient sur l'analyse ici. Donc, les atteintes de la bourse, bon, c'est quelque chose de fréquent chez les personnes qui sont asymptomatiques. Ok? Et toujours pareil, en fait, quand on regarde les résultats de manière bilatérale, hein, si quelqu'un a mal à l'épaule droite et qu'on fait un examen pour l'épaule droite et l'épaule gauche, et ben en fait, il y a peu de différence entre les deux épaules. Ok? Il y en a un petit peu, mais il y a quand même peu de différence. Ok? Que ce soit pour l'atteinte de la coiffe, que ce soit pour les atteintes acromioclaviculaires, que ce soit pour les atteintes du labrum. Voilà. Donc, la plupart des résultats anormaux à l'IRM n'étaient pas différents en fréquence entre les épaules symptomatiques et asymptomatiques dans cette étude. Voilà. Donc, est-ce que il faut se jeter chez un patient comme lui qui a des douleurs dans tout le membre? Est-ce qu'il faut se jeter vraiment sur l'analyse de l'IRM? Bah, c'est une question à se poser. Si on parle de rachis cervical, pareil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va retrouver un bombement discal important chez les personnes déjà à 20 ans, hein, chez 73,3% des hommes et 78% des femmes. 87,6% des individus présentaient un bombement discal important, si on prend toute la cohorte de 20 à 70 ans. On retrouve même des compressions de la moelle épinière chez 5,3% des sujets, avec une prévalence qui augmente avec l'âge. En général, c'est de toute façon des signes hein, qui augmentent avec l'âge. Et là, on a un graphique assez intéressant, parce que ce graphique il illustre donc la fréquence des bombements discaux en fonction de l'âge et du sexe. En fait, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, hein, dès la vingtaine, on a quand même une majorité de participants qui présentent un bombement discal. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que chez les hommes, entre la trentaine et la quarantaine, on a une augmentation significative de la fréquence des bombements discaux. Et donc cette fréquence, elle atteint 90% au-delà de 40 ans. Donc en fait, alors même moi, si je vous ai dit ici que c'était de l'arthrose, c'est juste pour vous dire que si on regarde les bombements discaux, bon bah en fait ça va augmenter, et à 40 ans, quand on est un homme, bon, il y en a vraiment beaucoup, voilà. C'est pas de l'arthrose, mais là on avait une étude sur les disques, donc voilà, je vous le dis, vous, quand vous avez des patients, mais après je pense que si vous suivez la chaîne, c'est des choses que vous savez qu'on peut pas se fier à 100% aux imageries. Ensuite, on a le graphique B. Donc ce graphique qui montre le nombre de niveaux affectés cette fois-ci par un bombement discal, en fonction de l'âge et en fonction du sexe. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, en fait, on voit que dans la vingtaine, les hommes, ils ont 1,5 niveau touché en moyenne comparé aux femmes qui en ont qu'un seul. Et en fait, à partir de 30 ans, cette différence, en fait, elle va s'égaliser. Il y aura quasiment plus de différence. Et à 40 ans, on va avoir en moyenne 2 niveaux touchés. Voilà. Donc 2 niveaux, ça veut dire 2 disques atteints, quoi. Hein. Et le graphique C qui présente en fait l'ampleur du déplacement discal. Okay, donc ça, c'est une mesure qui se fait en millimètres, en fonction de l'âge et du sexe toujours. Et on observe que le déplacement moyen augmente avec l'âge pour atteindre 2 mm dans la cinquantaine ici. Et ce déplacement, en fait, il va continuer d'augmenter avec l'âge pour atteindre 2,5 mm chez les hommes et 2 mm chez les femmes dans la 60. Alors du coup, j'ai écrit dans la 70e, mais effectivement, quand vous regardez, c'est plutôt ici, hein, c'est vraiment à 70 ans, on se retrouve avec des personnes qui ont ce déplacement, donc 2,5 mm chez les hommes et 2 mm chez les femmes. Qu'est-ce qu'on traduit de ça? C'est juste que les modifications à l'IRM, c'est normal, ok, surtout passé un certain âge, et qu'il faut faire très attention à si on fait un lien de causalité directe entre les deux, et qu'est-ce qu'on raconte aux patients, ok? C'est pour ça qu'il faut que vous regardiez cette vidéo.
ou en fonction du rapport que vous faites avec le rapport d'IRM que vous faites, soit si vous faites une lecture des images ou enfin ce qu'ils appellent un rapport d'image ou un rapport clinique, et ben en fait vous n'avez pas les mêmes résultats, hein. Si vous décrivez vraiment ce que vous voyez sur les images aux patients avec des débords discaux qui viennent au contact de la racine avec un disque dégénératif, tout ça, ça fait peur aux patients, ok? Et c'est pas bon, et on va voir aussi dans cette vidéo pourquoi, mais comme je l'ai dit, cette vidéo-là, faut aller vraiment la voir. Ensuite, on arrive ici, avec une étude qui nous dit que l'utilisation de l'imagerie, pour les douleurs lombaires notamment, a fortement augmenté au fil des ans, en particulier chez les bénéficiaires de Medicare. Donc en fait, ça c'est aux États-Unis, donc c'est une assurance santé, notamment pour les personnes âgées avec handicap, ou personnes âgées avec maladie rénale. Où l'utilisation de l'IRM lombaire a augmenté de 307% en 12 ans. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que cette utilisation excessive est souvent motivée par la demande des patients, la perception visuelle convaincante des images, la peur des poursuites judiciaires et les incitations financières. Donc, il y a tout un contexte qui fait qu'il y a de la demande d'images. Mais en fait, l'imagerie inappropriée peut mener à des résultats positifs, donc il va y avoir quelque chose à l'imagerie, mais non pertinents, comme des hernies discales, c'est ce qu'on a vu juste avant, souvent présentes chez des personnes asymptomatiques. Des essais randomisés ont montré que les patients qui recevaient une IRM précoce avaient tendance à subir plus de chirurgie et à générer des coûts plus élevés sans amélioration des résultats cliniques. Donc toujours faire attention en fait avec ces histoires d'imagerie. Ok. Les directives conjointes de l'American College of Physicians et de l'American Pain Society recommandent explicitement de ne pas effectuer systématiquement d'imagerie chez les patients souffrant de lombalgie non spécifique, sauf en cas de déficit neurologique grave ou de suspicion de pathologie sous-jacente sérieuse. Effectivement, le patient il vient, il a un problème, que ce soit cervical, lombaire, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, vous devez trier. Alors, normalement, il passe par le filtre du médecin, hein, qui sûrement déjà fait son travail, hein, mais vous, par souci de bien faire le vôtre, vous faites quand même un bilan. Parce que voilà. Et du coup, bah, en fait, on va conseiller une IRM effectivement chez des personnes qui ont des déficits neurologiques, mais pas tous, hein. Soit s'il est progressif, soit s'il est trop important, ou alors si vous suspectez par exemple une pathologie inflammatoire. Par exemple, une spondylarthrite axiale. Enfin, en gros, il y a des marqueurs inflammatoires, vous dites, c'est inflammatoire. Moi, je suis kiné, c'est peut-être pas pour moi. Moi, je traite plus tout ce qui va être mécanique, ok? Musculo-squelettique, neuromusculo-squelettique, peu importe ce que vous dites. Mais tout ce qui est inflammatoire, c'est pas pour moi, ok? Et donc les données suggèrent que la gestion actuelle de la douleur musculo-squelettique n'est pas très efficace. En revanche, pour les pathologies pour lesquelles une prévention et un traitement efficace sont apparus, telles que les maladies circulatoires et respiratoires, la proportion de bénéficiaires invalides a diminué. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fonction des conditions, bah, en fait, en gros, on prend mieux, on prend mieux en charge. Et en fait, on voit que la douleur musculo-squelettique, bah, c'est pas mieux en fait, hein, et on a plutôt voilà, une augmentation de cette invalidité. Alors on se dirait, bon bah, plus on fait d'IRM, plus on sait, plus machin, plus ça devrait aller mieux. Ah bah non, ok? Donc là, on revient sur le patient. Est-ce que pour une douleur au coude, il y avait besoin de passer autant d'examens, ok, que ça? Bah, je pense que non. Alors, là, moi, je vous le dis a posteriori, j'ai vu le patient, donc j'ai pu l'évaluer. Au début, peut-être qu'il y avait des raisons de passer tous ces examens, je suis pas sûr. Ça fait beaucoup quand même de professionnels de santé qui ont été vus, plus un ostéo, enfin ça commence à faire beaucoup de monde, hein. Et donc, on va voir maintenant son parcours de soins. Donc en fait, il y a eu le médecin généraliste qui a prescrit l'échographie et qui lui a dit, faut que tu ailles voir un chirurgien. Ok. Sur l'échographie, il y avait une tendinopathie médiale et latérale. Ok, il y avait deux tendinopathies. Est-ce qu'on va voir un chirurgien pour ça? Moi, je suis pas sûr, hein. C'est les seules choses qui sont ressorties. Une bursite, surtout que le chirurgien, c'était vraiment pour le coude, la consultation, et l'arthrose au niveau cervical, et on consulte un chirurgien. Ok. Donc le chirurgien, qu'est-ce qu'il lui dit? Épicondylite en miroir, avec une atteinte des deux côtés, en fait, hein, du coup, voilà, en lui expliquant bien tendinite en miroir, et qui lui dit ça va aller, mais ça va être très long. Voilà. Donc là, effectivement, bon bah ça donne pas ça donne pas trop confiance quoi. Là déjà le patient il se dit ah ouais ça va être long.
On lui explique pas ce que c'est forcément une tendinopathie, on lui explique pas, enfin voilà, c'est une tendinopathie en miroir, et je sais que ce terme-là, le patient l'a bien ancré, il l'a bien gardé en mémoire, parce qu'en fait c'est quelque chose qui me ressortait à chaque séance. C'est normal que ça aille pas mieux, c'est une tendinopathie, c'est une épicondylite en miroir. C'est normal que ça aille pas mieux, c'est une épicondylite en miroir. Ok, donc vraiment, il y avait vu que ça l'a marqué, je suppose qu'il y avait vraiment ce truc pour lui de se dire, mais en fait c'est grave quoi, ok. Le premier kiné qui va voir, donc c'est une tendinite, donc c'est très simple. On va appliquer un protocole de renforcement du tendon, ce qui est plutôt logique. Alors bon, le patient me dit c'est du Stanich, bon, c'était pas vraiment le protocole de Stanich, hein, le protocole de Stanich, c'est pas juste du renforcement et des étirements, il y a quand même un truc à suivre. Mais bon, en gros, voilà, c'était ça, c'était du renforcement excentrique et des étirements au niveau, notamment des épicondyles latéraux, parce que c'est quand même là que la douleur était la plus importante. Mais c'était une tendinopathie en miroir. Mais c'était là que la douleur était le plus important. Mais attention, c'était une tendinopathie en miroir. Alors au début ça améliore pendant un temps, et après il y a une augmentation de la douleur qui fait que le patient a arrêté ses séances. Avec ce kiné-là, il pouvait plus faire les exercices, c'était plus possible. En fait, il y avait vraiment une amélioration, puis ensuite une augmentation de la douleur. Donc petit temps de pause, toujours sans reprise du travail, et puis consultation d'un deuxième kiné. Le kiné lui dit, bah, en fait là c'est simple, hein, vous avez forcé trop vite sur le renforcement. On va mettre en place le protocole de renforcement, mais d'abord on va y aller tranquille. Donc y aller tranquille égale utilisation de chaud et d'ultrasons, avec la phrase les ultrasons, ça va renforcer le tendon. Phrase qui a été très bien retenue parce que nous on a fait à aucun moment des ultrasons et à chaque fois le patient me disait on ne devrait pas faire des ultrasons, ça va renforcer le tendon. Ok, donc il a fait, je me rappelle plus, c'était combien, c'était entre 15 et 20 séances d'ultrasons. Ça a été efficace zéro, mais pour lui, c'était quand même ça qu'il fallait continuer de faire. Tu vois, en fait, chaque professionnel a amené une chose, et vous allez voir à la fin que le tableau, en fait, il y avait tout pour que le patient en fait, ne progresse pas. Déjà, les imageries, je pense, précoces, qui n'étaient pas forcément utiles. Le chirurgien qui explique pas grand-chose, mais qui dit que c'est une tendinopathie en miroir. Le premier kiné qui rééduque une tendinopathie, mais on verra peut-être que c'était pas le bon protocole. Là, qui utilise uniquement des thérapies passives, sans en fait thérapie active à aucun moment, hein. On va y aller tranquille, ouais, bah là c'est clair et c'est net qu'il n'y est pas allé trop vite là. Voilà, avec l'ultrason qui va renforcer le tendon. À côté de ça, donc là c'était une consultation avec un ostéo, mais plusieurs séances, attention, plusieurs séances avec un ostéo. Donc là on est dans un autre domaine parce que l'ostéo n'est pas un professionnel de santé, donc je vais pas dire que donc on va le mettre juste en dehors, mais il fait partie du parcours de soins du patient. Mais si je parle de le parcours de soins peut être plus néfaste que bénéfique, je peux pas inclure l'ostéopathe qui n'est pas professionnel de santé si je parle du système de soins qui comprend uniquement les professionnels de santé. Donc je fais la démarcation. Mais il fait partie intégrante du parcours de soins de ce patient. Mais l'ostéo, lui, en fait, il s'occupe pas du coude. Absolument pas du coude. Lui, il s'occupe de l'épaule. Parce qu'effectivement, il y avait une bursite aussi. Donc fallait pas s'occuper que du coude. Fallait aussi s'occuper de l'épaule. Donc qu'est-ce qu'il fait Donc en fait, il y avait une douleur au coude avec une limitation de l'amplitude au niveau de l'épaule. Parce que ça tirait dans son bras quand il levait le bras. Forcément, c'était la bursite. Et donc, avec une explication incroyable, il faut tirer dessus. Donc l'ostéo qui dit, hein, on va tirer sur votre épaule, parce qu'il faut tirer dessus pour pas que la bursite, elle se transforme en capsulite rétractile. Donc là, j'ai appris qu'il y avait un continuum entre la bursite et la capsulite rétractile. Donc bien évidemment, il n'y en a pas, hein, c'est deux pathologies qui sont différentes, hein. On passe pas de la bursite à la capsulite rétractile comme ça. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a eu une bursite un jour et qui passe avec qui a une capsulite rétractile après que la bursite s'est transformée en capsulite rétractile. Ok, au bout d'un moment, il faut faire des liens qui sont euh, cohérents. Ok, si vous avez une patiente par exemple, un jour elle a un rhume et 2 jours après, elle se casse les genoux, c'est pas casser les genoux à cause du rhume, ok? A priori. Donc, qu'est-ce que l'ostéo fait? Bah, les étirements intenses pour pas qu'il y ait une capsule rétractile. Ok, en plus, c'est logique, la capsule rétractile, ça fait qu'il y aura moins de mouvement à un moment donné. Bon, bah, on tire dessus en prévention, quoi.
Donc voilà le parcours, que je trouve moyen, ok? IRM précoce avec discours nocebo, des protocoles appliqués un petit peu de manière automatique, un kiné qui fait que du passif, un ostéo qui tire sur l'épaule, qui parle à aucun moment du coude, euh, et, euh, et qui raconte des choses par rapport à la capsule rétractile en disant ça peut se transformer en capsule rétractile, et du coup je demande au patient, vous savez ce que c'est une capsule rétractile? Non, mais je veux pas en avoir. Bah ok, d'accord. Ok, je peux comprendre, ça a pas l'air sympa, effectivement, si en plus c'est l'évolution de la bursite, et que la bursite a fait déjà mal, je peux comprendre. Donc on a parlé de l'imagerie, maintenant on va parler des explications, ok? Donc notamment la tendinopathie en miroir, cette histoire de bursite en capsule rétractile, ouais voilà. Donc je rappelle que on évite les explications, donc on évite les imageries précoces et on évite les explications patho-anatomiques de la douleur. Enfin, une imagerie précoce quand c'est pas nécessaire et on évite les explications patho-anatomiques de la douleur quand c'est possible. Ok, c'est pas une règle à respecter à chaque fois. Peut-être qu'il y a des patients chez qui c'est quelque chose qu'il faudra faire parce que c'est plus simple ou la pathologie fait que c'est bien d'expliquer ou quoi. Mais de manière générale, on a des guides de bonne pratique qui nous disent que les cliniciens ne doivent pas utiliser de stratégies d'éducation et de conseil des patients qui augmentent directement ou indirectement la menace perçue ou la peur associée à la lombalgie, telles que les stratégies d'éducation ou de conseil qui encouragent le repos prolongé au lit ou fournissent des explications patho-anatomiques approfondies sur la cause spécifique de la lombalgie du patient. Bon là c'est sur la lombalgie bien évidemment, mais après c'est pareil là sur l'épaule, sur le cou, parce qu'en fait cette personne-là, voilà, elle part avec son arthrose, son, son, donc l'arthrose, la tendinopathie et la bursite. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà on suit ce conseil-là. Ok. Donc on peut utiliser plein d'outils pour éviter justement de renforcer en fait cette perception de fragilité du corps. Les cliniciens peuvent contribuer aux croyances d'évitement directement en se concentrant sur ce que les patients ne devraient pas faire et indirectement en fournissant des conseils de gestion et des explications patho-anatomiques qui sont interprétées comme signifiant que la colonne vertébrale est vulnérable et nécessite une protection. Donc là, forcément, c'est sur la lombalgie, ok, mais c'est des outils, des choses qu'on peut juste extrapoler à d'autres parties du corps, hein. Notamment, pourquoi pas la cervicalgie, pourquoi pas l'épaule, bon, voilà. Presque tous les participants ont déclaré avoir reçu des explications patho-anatomiques sur la cause de leur mal de dos, malgré les recommandations des lignes directrices qui les ont dissuadés. Donc ça veut dire qu'en fait, on respecte pas trop euh, les conseils ici qui disent que non, donnez pas de cause patho-anatomique de la douleur. Sachant que ça, c'est quand même un gros kiff de tous les mecs qui vous expliquent pourquoi vous avez mal en muscu, hein, ok? En muscu, les gens ils kiffent l'anatomie, ils kiffent la bioméca, et du coup ils kiffent les explications biomédicales, patho-anatomiques et tout ça, c'est leur kiff. Ces explications peuvent être fournies pour justifier les recommandations d'autogestion, cependant elles influencent non seulement l'évaluation des symptômes actuels, mais aussi celle des épisodes futurs, ok? Donc effectivement, si le patient il vient vous voir et que tous les conseils que vous lui donnez, et tout ce que vous mettez, en fait, ça augmente son risque d'avoir mal plus longtemps ou son risque de récurrence, bah en fait, vous faites pire que mieux et vous faites même pire que rien, en fait. Il serait même pas venu vous voir, bah il serait moins malade, le type. Je vais brancher mon ordi. Et donc l'accent mis sur l'information des patients sur ce qu'ils ne doivent pas faire plutôt que sur ce qu'ils doivent faire a donné l'impression que la guérison dépendait davantage de l'évitement que de l'exécution de mouvements et d'activités. Et oui, plus si vous dites faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, mais en fait le patient il va pas faire ça, mais peut-être qu'il faudrait lui dire bah faites plutôt ça ou envisagez de faire ça voilà. De toute façon, c'est toujours mieux d'être positif que négatif, surtout quand en fait il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Hein, quand c'est un mal de dos vraiment classique, le truc il va partir tout seul, mais soyez positif, vous balancez un maximum de messages positifs aux patients, vous savez qu'il y a de fortes chances que ça passe, voilà. Donc soyez positif. Hein, et pas, oh là là, tu t'es fait mal, c'est fini pour toujours, et à jamais, ton dos, il est fichu, ok? Si t'as mal au dos, c'est la hernie discale, voilà. Là, ça va écraser tes nerfs si tu continues de faire de la muscu. Ouais, bon, c'est le discours que vous connaissez, hein. Et donc on fait attention à ce qu'on dit aux patients, et là, c'est l'instant encore, vidéo ici,
je vous ai fait 1 heure de vidéo sur la communication. Des outils de communication, des choses à dire, des choses à éviter de dire, tout un tas de choses, 1 heure de vidéo là-dessus. On parle du dos, mais on parle, j'ai des exemples d'études sur l'épaule, j'ai des choses qu'on dit chez les kinés où on dit n'importe quoi, il y a des choses chez les ostéos, il y a des choses chez les chiros, tout ça, voilà, tout ça, c'est dans cette vidéo-là avec les sources comme d'habitude. Donc, on ne fait pas attention à ce qu'on dit aux patients, il faut apprendre à faire attention à ce qu'on dit aux patients. Les individus considéraient la lombalgie persistante comme due au fait que le corps est comme une machine cassée, permanente, donc la douleur est permanente et immuable, elle est complexe, et que c'est quelque chose, la lombalgie, de très négatif. La plupart des participants ont indiqué que ces croyances leur avaient été transmises par des professionnels de la santé dans 89% des cas, mais c'est énorme, ok? Donc ça veut dire, il y a 9 patients sur 10, ils pensent que leur lombalgie, c'est la fragilité de leur dos, à cause de nous, les professionnels de santé. C'est quand même assez incroyable. Enfin voilà, donc quand on fait pire que rien, c'est toujours le problème, quoi. En dépit des tentatives continues de faire évoluer les croyances sur la douleur vers des facteurs biopsychosociaux plus complexes, la plupart des personnes souffrant de lombalgie adhèrent à la perspective biomédicale traditionnelle des causes anatomiques, biomécaniques, et considèrent souvent leur état comme très négatif, contrairement aux lignes directrices actuelles sur les meilleures pratiques en matière de prise en charge de la lombalgie. L'une des conséquences potentielles de ces croyances est l'évitement des activités physiques, ce qui est susceptible d'entraîner une morbidité accrue. Ok, donc vous avez votre patient, il a mal au dos. Admettons, il est en vacances, il peut pas vous voir. Il est parti 2 mois dans un endroit, il a la flemme d'aller chez le médecin. De toute façon, là où il est, on va dire, il n'y a même pas de médecin. Et il se fait un peu mal au dos. Mais bon, il est bien, il est en famille et tout. Il veut, ou avec ses potes. Et il continue de marcher, tout ça. Ça lui fait un peu mal, mais voilà, il marche et il marche. Puis à un moment donné, ça passe. Et il se dit, ah, bon, bah, je continue ma vie, tout s'est passé, nickel. Et si vous avez cette même personne-là, ça lui arrive pendant qu'il est pas en vacances, avec et qui va voir en fait un médecin, et que ce médecin lui fait les imageries et lui dit oh faut pas faire ça, faut pas faire ça. Bon bah voilà, en fait et augmente du coup l'effet nocebo, la peur et tout ça. En fait, vous voyez que c'est un patient, il aurait été tranquille sans médecin. Et je dis médecin, mais là on met les kinés, tout le monde dedans, hein. Et bah ça se trouve en fait il aurait moins de problèmes et moins de risques de récurrence de douleur et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que le but, c'est quand même de pas faire pire que rien. Ok? Être professionnel de santé, c'est pour que les gens ils aillent mieux, c'est pas pour que les gens ils aillent moins bien. Donc toujours pareil, faire pire que rien. Et là, on va parler en fait de cette étude-là, où en gros, ils ont examiné les croyances sur la douleur lombaire chronique chez des Australiens autochtones, en montrant comment l'interaction avec les professionnels de santé pardon, peut influencer négativement les croyances justement au niveau de la douleur. Et en fait, contrairement aux perceptions traditionnelles chez ces personnes-là, de résilience culturelle, de nombreux participants en fait attribuent leur mal de dos chronique en fait à des causes biomédicales, souvent en raison de diagnostics reçus et des résultats d'imagerie qu'ils ont passés, alors que peut-être que pendant un moment ils n'avaient pas accès à ces imageries-là, ou moins en tout cas, et que en fait ils n'avaient pas toutes ces croyances biomédicales et tout ça. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que cette approche biomédicale renforce un sentiment de fragilité structurelle du dos et peut induire des croyances négatives et un pronostic, j'ai très mal articulé, un pronostic pessimiste, ce qui aggrave le handicap lié à cette lombalgie chronique. A l'inverse, les participants moins handicapés ont développé des croyances positives et une meilleure résilience, souvent en s'appuyant sur des stratégies d'autogestion indépendamment de l'influence médicale. L'étude recommande donc aux professionnels de promouvoir une communication positive et des croyances résiliente pour réduire l'impact invalidant de la lombalgie chronique dans cette population, mais en fait dans toutes les populations, finalement. Donc de quoi on se rend compte? On se rend compte qu'on a des populations qui ont des croyances de résilience par rapport à leur mal de dos, mais dès qu'on les met dans un système de soins qu'on peut retrouver par exemple comme on a ici avec de l'imagerie, des explications biomédicales et tout ça, en fait ils changent leurs croyances qui étaient résilientes pour des croyances de fragilité, et en fait ça augmente leur risque de mal de dos, ou de récurrence, ou de risque d'avoir une lombalgie chronique. Cette étude fournit des preuves que les croyances négatives sur la lombalgie chronique et ses conséquences futures chez les aborigènes vivant dans les régions rurales et éloignées de l'Australie occidentale sont influencées par les interactions avec les praticiens de santé,
qui communiquent des croyances biomédicales négatives sur la douleur lombaire à leurs patients. Donc on revient vraiment à cette vidéo qui est ne pas faire pire que rien. Si vous êtes là et que vous augmentez l'invalidité chez les personnes, en fait, voilà, en tant que professionnel de santé, je pense que c'est pas ça que vous vouliez faire à la base. Mais c'est peut-être ça que le système de soins fait. C'est peut-être il y a peut-être des questions à se poser. Et là, je vous ai mis juste ça parce que quand je préparais cette vidéo-là, j'avais eu une patiente aussi, j'avais trouvé ça incroyable. Je me suis dit, bon, je vais en parler, on va pas faire un claquing dessus, nous on reste sur le patient avec son coude là. On va revenir dessus juste après. Ouais, pas tout de suite après. Euh, Patiente qui vient pour un mal de dos. On fait du coup le bilan, tout ça. On arrive, donc c'est une patiente qui a des lombalgies euh, avec des récurrences, mais des petites lombalgies qui partent tout seules. Donc bon, on se met d'accord, on arrive à un moment donné où on fait des squats. De toute façon, à un moment donné, on fait toujours des squats. Et en fait, elle me dit, j'ai de l'arthrose au genou. Ok, bon, c'est vrai que quand je lui avais demandé ses antécédents, que j'ai demandé tout un tas de choses et tout, bon, c'était pas revenu. Mais elle me dit qu'elle a de l'arthrose, ok, et je lui dis, mais est-ce que c'est possible de faire les squats? Elle me dit oui. Et puis à un moment, elle dit une phrase, et là, c'est là que je me suis dit, bon, je vais m'en rappeler, donc je vais pas la noter, mais en fait, je me rappelle plus. Elle me dit une phrase qui fait que je comprends qu'en fait, elle me dit qu'elle a de l'arthrose, mais que. En fait, il y avait aucun. Elle a passé aucun examen pour. Donc à un moment, je lui dis, mais du coup, comment vous savez que vous avez de l'arthrose? Elle me dit, ah bah c'est mon médecin qui me l'a dit. Et du coup, je lui dis, bah comment il a su que c'était de l'arthrose? Et en fait, elle me dit, bah j'étais en consultation justement pour avoir mon ordonnance pour faire des séances de kiné pour mon dos, et je lui ai dit, ouais, quand je me lève de mon canapé, j'ai les genoux qui craquent. Le médecin lui dit, c'est sûrement un début d'arthrose. Voilà. Et donc du coup, cette patiente me dit, j'ai de l'arthrose, donc alors qu'en fait, bah, probablement pas, ou probablement peu, ou probablement, mais elle a pas de douleur, donc qu'elle en ait ou pas, pour le moment, on s'en fiche un peu. Mais quand je lui dis que bon, bah, c'était pas forcément lié aux douleurs, on a discuté par rapport à ça, surtout qu'en fait, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. euh, et ben en fait, elle était rassurée. Mais elle a juste dit un truc pendant une consultation avec un médecin. Le médecin lui a dit c'est sûrement un début d'arthrose. Et ben vous avez tout de suite, c'est inquiétant. Maintenant, je fais attention à mes genoux qui craquent, ça me pose problème. Voilà. Voilà où on en est en 2024. Ça, c'est dans le système de soins. À la fin, dans l'analyse de commentaires, on va voir en 2024 le niveau d'argumentation des gens sur les réseaux sociaux, notamment des gens connus. Voilà. Ça, voilà. Donc là, on est toujours dans le système de soins en fait qui crée des malades, hein, toujours. Et donc, bah, beaucoup, c'est pas forcément mieux, et ça peut même être pire. Et là, on va parler du coup du lapin, et avec cette étude-là, donc juste ici. Et cette étude, en fait, elle met en lumière les effets potentiellement négatifs de soins trop intenses et trop fréquents pour les patients qui souffrent de troubles liés au coup de fouet cervical, donc c'est le whiplash, le coup du lapin. Bien que le recours à des traitements médicaux multiples puisse sembler bénéfique, les données montrent que l'excès de soins précoces, y compris de nombreuses consultations médicales et de séances de rééducation intensive dès les premiers jours, est associé à des résultats moins favorables en termes de rétablissement. Donc on retrouve toujours à trop vite, c'est pas forcément bon. Ces effets iatrogènes, où les soins censés améliorer la condition finissent par l'aggraver, augmentent le risque de douleurs chroniques et de handicap prolongé. Incroyable quand même. L'étude suggère que ces soins intensifs peuvent involontairement maintenir le patient dans un état de dépendance et d'inquiétude vis-à-vis de sa santé, ce qui peut entraver la guérison naturelle. En plus de ça, vous rajoutez quel discours il va avoir entendu tout au long de son parcours. Oh là là, peut-être du coup, peut-être le mec qui a passé une IRM, il y a des hernies, mais qu'il avait peut-être déjà avant, tu vois. Et du coup, nanana, va falloir faire attention maintenant, parce que si ça se... Bon, voilà. L'étude encourage les professionnels de santé à adopter un rôle de gestionnaire de prévention en limitant les interventions médicales excessives et en promouvant une approche qui favorise l'autogestion de la douleur et la résilience chez les patients. Incroyable, c'est ce qu'on dit depuis le début. L'étude préconise également d'utiliser des interventions fondées sur des preuves. Ah, ça, faut pas le dire partout, hein, parce que là, il y a des gens, ils peuvent, bon, ils peuvent vraiment pas comprendre ce genre de phrase, hein. Et on peut pas tout prouver, tout ça, bon.
telles que la thérapie par l'exercice et les techniques de mobilisation douce. Ok, donc, oh, qu'est-ce que c'est? Thérapie par l'exercice et mobilisation douce. Oh, exercice et thérapie manuelle, c'est incroyable. C'est incroyable. J'aurais jamais dit que ces deux techniques auraient été efficaces. Tout en évitant les traitements qui encouragent un repos prolongé ou une dépendance aux soins. Ok. Donc on retrouve toujours pareil. Exercice, thérapie manuelle, ça marche plutôt pas trop mal. On évite de faire trop de séances, on évite de dire n'importe quoi. Autogestion de la douleur. Et puis voilà. La prise en charge clinique précoce des troubles associés au coup de fouet cervical peut entraîner une morbidité iatrogène. Une utilisation élevée des soins de santé dans les premières semaines suivant la blessure peut retarder la récupération des troubles associés au coup de fouet cervical. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ça? Bah, faire beaucoup de séances tout de suite, très vite, bah, c'est pas forcément une bonne idée, ok? Donc voilà, donc là, après, c'est toujours pareil, c'est le cas du coup du lapin. Est-ce qu'on peut extrapoler à tout? Pas forcément, mais en tout cas, faire trop vite et passer plein d'examens et prendre plein de médocs, pas sûr que si c'est pas forcément justifié, que ce soit forcément une bonne idée. Ça semble, après, ça semble logique au vu de tous les résultats qu'on a. Là, on a vu, alors après, on repart sur le... Ah non, oui. Donc, on revient toujours pas sur le patient, en fait, hein. Là, c'est un long truc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ça, c'est pour les douleurs d'épaule, ok? On est toujours dans le ou trop vite, enfin, soit trop vite, soit trop de séances et tout ça, c'est pas forcément bon. Donc, thérapie physique dans les 3 premiers mois. Les patients ayant fait de la thérapie physique dans les 3 premiers mois ont montré des améliorations significatives de la douleur et de la fonction sur le questionnaire, le SPADI, à 3 mois par rapport à ceux qui n'ont pas fait de thérapie. Très bien. Il y a un effet dose avec les améliorations qui se sont stabilisées après environ 16 séances de thérapie physique. Et après ce seuil, il y a une légère détérioration des scores SPADI, peut-être en raison effectivement de biais de sélection. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Là, si on regarde tout de suite comme ça, on se dit bon bah quand on arrive à 16 séances, bon bah ça va mieux. Et après les 16 séances, en fait, bah les résultats ils empirent chez les patients. Effectivement, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, vu que c'est une moyenne sur les patients, donc après c'est en fonction de la durée, hein, vous voyez 3, 6, 12, 18 mois, mais en gros quand on arrive à 16 séances, on a quand même une amélioration jusqu'à ce moment-là, et après ça remonte, et en fait, soit on se dit les patients, bah, ils vont mieux, ils vont mieux, ils vont mieux, et après ils vont pire, soit on se dit les patients ils vont mieux, et tous ceux qui vont vraiment mieux, bah, ils quittent l'étude, ils quittent l'étude, ils quittent l'étude, et en fait à la fin il reste que ceux bah, qui tiraient les résultats vers le haut, et en fait, bah, une fois que tous ceux qui vont bien sont partis, bon, bah, les résultats, ils empirent. Donc c'est peut-être pas trop en faire, qu'il n'y a pas un lien peut-être direct entre les deux, voilà, mais c'est juste pour dire que, voilà, en général, au bout de 16 séances de rééducation pour l'épaule, bon, bah, on a quand même des bons résultats, et que après il pourrait y avoir une détérioration des résultats, mais il y a peut-être un biais de sélection, voilà, mais je trouvais que c'était intéressant de parler de cette étude, et que ça rentrait très bien dans le cadre de la vidéo jusqu'ici. Ensuite, donc là on a critiqué beaucoup de choses, hein. Ah, les IRM on en fait trop vite, on parle mal aux patients parce qu'on leur fait comprendre qu'ils sont fragiles, on leur fait croire qu'ils sont fragiles, quand on fait trop de séances trop tôt, trop vite, trop de trucs, bah c'est pas bon. Donc il faut critiquer le système de santé pour qu'il s'améliore, forcément. C'est pas parce qu'on critique le système de soins conventionnels que ça veut dire qu'il est mauvais et qu'il faut se tourner vers les thérapies non conventionnelles. Ok, c'est absolument pas ça. Ok. Donc avant que certains comprennent ça, je vous le dis clairement, c'est pas ça. Ok, on critique quelque chose parce qu'en fait, le but c'est de l'améliorer. Ok. Donc c'est tout. Voilà. Par contre, ça veut pas dire faut aller faire des ventouses, faut aller voir le naturopathe, faut aller voir celui qui fait de la médecine chinoise et tout ça. Non. Ça, il n'y a pas besoin. C'est pas soin conventionnel, on peut améliorer et enfin, on peut le critiquer, du coup, il faut aller dans les soins non conventionnels. Non, on critique les soins non conventionnels pour les améliorer, on critique les soins non conventionnels parce que bon, il y a quand même pas mal de problèmes dans ces thérapies-là. Le truc, c'est qu'en fait, elles sont même pas fondées sur les preuves pour la plupart. Et rien que là, on nous dit il faut que ce soit fondé sur les preuves. Donc, c'est des thérapies, normalement, on les met de côté. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu ce schéma-là.
qui vous dit qu'en fait, si les erreurs médicales c'était une pathologie, bah, aux États-Unis, ce sera la troisième pathologie qui tuerait le plus. Ok. Par exemple, ça c'est une critique qui est un petit peu bizarre parce qu'en fait, quand vous lisez l'étude et tout ça, c'est n'importe quoi. Donc ça c'est de la mauvaise critique. Donc moi j'estime que je fais de la bonne critique, bien évidemment je plaisante, et s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Mais juste le but c'est pas de critiquer pour critiquer, c'est pour amener quelque chose, et essayer de critiquer avec des faits. Et par exemple cette étude-là qui dit que en gros les erreurs médicales c'est la troisième pathologie qui tue le plus aux États-Unis, bah, en fait il n'y a pas de méthode rigoureuse. Vous l'avez vu en plus, je crois que c'était publié dans le BMJ, donc c'est quand même pas n'importe quel journal. Mais en fait c'était un peu n'importe quoi, voilà, il y a des données qui ont été utilisées en se basant sur des extrapolations. Ils ont pris la population médicale, qui est une population très particulière, hein, comme je vous ai dit, en général c'est plus de 65 ans, 65 ans avec invalidité, ou alors avec des problèmes de reins, mais très avancés. Euh, et ouais, l'analyse de la causalité entre les erreurs médicales et le décès, bon, c'était pas ça. Et, et ensuite, ils ont extrapolé ces résultats de personnes de 65 ans à la population hospitalisée de manière générale. Ok. Donc on peut pas comparer une personne qui a 65 ans avec des problèmes de reins, quand il est hospitalisé, à une personne qui a 20 ans parce qu'il s'est cassé le genou, ou à une femme de 35 ans qui vient pour accoucher. Ça n'a aucun sens. Donc c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est justement ça. De telles affirmations peuvent nuire à la confiance du public envers le système de santé, tout en influençant de manière négative les politiques de son public. Ok. Donc ça, là pour le coup, il peut y avoir, en faisant ce genre de critique, infondée et avec de mauvaises méthodes, on peut justement diriger les personnes qui vont avoir peur vers des systèmes de soins qui vont poser plus de problèmes, ou alors prendre des orientations politiques qui vont être mauvaises. Sachant qu'en fait, on a une méta-analyse de 2020 qui estime que seulement 3,1% des décès hospitaliers sont potentiellement évitables. Donc on est loin des 251 000 décès ici. Bien en dessous des chiffres cités donc, par Macari et Daniel, donc c'est ceux qui ont fait cette étude-là. Cette étude souligne que la majorité des décès hospitaliers sont dus à des conditions médicales sous-jacentes et que le nombre de décès évitables, bien que significatif, est beaucoup plus faible qu'estimé précédemment. Et on a une méta-analyse de 2019 qui estime que 6% des patients subissent des dommages évitables dans divers contextes médicaux, avec une proportion de 12% des cas évitables qui entraînent un handicap permanent ou des décès. Il y a un besoin d'intervention ciblée sur les dommages évitables, en particulier dans les spécialités comme les soins intensifs et la chirurgie. Voilà, c'est juste ça, c'est on critique pour que ça s'améliore, mais on critique pas de n'importe comment, on essaye d'être le plus factuel possible, ok. Voilà. Donc là, on va retourner à notre patient, qu'on a oublié. Ouais, ça fait plusieurs diapos qu'on l'a oublié, hein. La dernière fois, c'était là. Donc sur son parcours de soins, vous vous rappelez. Donc, le chirurgien, tendinopathie miroir. Le premier kiné qui fait un renfort. Le deuxième kiné, on n'y va pas trop vite, ultrason. Et l'ostéo qui tire sur la bursite pour éviter de faire une capsulite. Donc on se retrouve avec un parcours de soins un peu chaotique, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve chez ce patient-là au bilan? Bah, en fait, on retrouve un truc que vous retrouvez souvent au cabinet. Alors, il n'y avait pas de perte de fonction, il n'y avait pas de facteur de gravité. Tension, nickel. Pas d'atteinte de la fonction neurale. En tout cas, pas de perte de fonction, hein, parce que la mécanosensibilité, c'est une altération de la fonction, mais vers le gain, donc on s'en fiche. Mais il y a pas de perte. Ok, donc il n'y a pas de neuropathie, radiculopathie, tout ça. Il y avait une mécanosensibilité du nerf radial. Surtout le nerf radial, mais je crois que le nerf ulnaire causait problème aussi, mais on s'en fiche, il y avait une mécanosensibilité au niveau des nerfs, et en fait quand on faisait, en mettant en tension le nerf radial, euh, en fait il y avait la douleur qui partait de l'avant-bras, donc ça déclenchait la brûlure dans l'avant-bras, la douleur dans le bras, et une partie ça déclenchait pas trop la douleur dans l'épaule il me semble, mais un peu la douleur dans le cou aussi. Avec une hyperalgésie à la roulette, donc ça c'est du gain de fonction, ok toujours, et un wind-up, donc quand on pique plusieurs fois, la douleur elle augmente, voilà, au lieu de faire douleur, enfin douleur, plus rien, ça fait douleur, comme ça de plus en plus fort. Donc, en voyant ça, moi j'ai un patient qui a ça, qui a mal depuis pas très longtemps, quelques semaines on va dire, ou entre quelques jours et quelques semaines, je lui dis bon, normalement, kinésithérapie, avec tout l'examen qu'on a fait, tout va bien.
en kinésithérapie, on a de bons outils pour faire en sorte que ça aille mieux. Et ça, il y a de fortes chances que ça aille mieux. Là, quand ça fait 2 ans que ça dure, je dis pas ça. Je prends beaucoup plus de précautions quant à l'évolution. Et j'insiste sur le fait que, bon, bah, a priori, il y a rien de grave, mais après, pour cette personne-là, il y avait rien de grave, en fait, hein. Il y avait juste la tendinopathie en miroir. Donc c'était pas grave, mais bon, voilà, la question, c'était reprendre le travail. Franchement, voilà, quand ça fait 2 ans, très précautionneux, là, quand vous êtes le 5e, 6e professionnel de santé, ça commence à faire beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on avait en termes de croyances? Bah, la tendinite en miroir, la bursite, son cou, c'est pas un problème. Ça, c'était assez marrant parce qu'en fait, pour moi, l'hypothèse de base, c'était que ça venait effectivement de son cou. Mais son cou, en fait, il en parlait jamais. Le truc, c'est qu'il en parlait quasiment jamais. Et il pense qu'il pourra pas reprendre le travail. Effectivement, ça fait 2 ans, coiffeur, et ça sollicite beaucoup les bras, les épaules, le coude et tout ça. Donc, voilà. Objectif, reprendre le travail. Activité du quotidien avec moins de douleur. Donc, on avait noté vous connaissez le PS, FS. Donc validé pour l'utilisation dans des populations qui souffrent de diverses affections musculo-squelettiques, donc ça peut être les douleurs de genoux, radiculopathie cervicale justement. Bon là ça peut être radiculopathie, je vous ai dit. Bon, les douleurs lombaires, aiguës et chroniques, et tout ce qui est douleur cervicale. En gros voilà. Donc c'est un instrument de mesure valide, fiable et réactif pour les patients souffrant de problèmes aux extrémités supérieures. La différence minimale cliniquement importante pour le PSFS a été étudié chez des personnes souffrant de dysfonctionnement du genou, radiculopathie cervicale, tout ça ce que je dis, et c'est révélé être compris entre 2 et 3. En fait, vous faites un score sur plusieurs activités, vous faites une moyenne globale, et vous retestez plus tard, et si vous refaites la moyenne, et si vous avez une amélioration, bah, en fait, vous pouvez dire que bah, ça s'est amélioré en termes de fonction. Ok. Donc, on avait fait ça. Le traitement, incroyable. Le traitement qu'on a fait, c'est vraiment un truc, c'est révolutionnaire. Ok. Thérapie manuelle et de l'actif actif. Donc, thérapie manuelle cervicale, ok. Euh, euh, Même thérapie cervicale, thérapie manuelle membre sup. Bon, parce que vu qu'il y avait un problème de coude, fallait quand même que je mobilise le coude. Donc le but en gros c'était mobiliser le nerf. Ce qu'on comprend d'ailleurs, hein, c'est que quand on a une mécanosensibilité et que... alors après, est-ce qu'elle était présente à l'époque cette mécanosensibilité? Moi je pense que je dirais oui. Parce que ça pourrait expliquer, dans l'histoire que je me raconte, ça pourrait expliquer en fait que le protocole ici, bah, il est marché au début, et qu'à un moment donné, en fait, l'excentrique au bout d'un moment, avec les étirements, mais en fait on tire sur le nerf qui a pas trop envie qu'on tire dessus, et ça augmente la douleur et ça la maintient. Donc moi, dans l'histoire que je me raconte, je me dis, elle pouvait déjà être présente, cette mécanosensibilité, au tout début. Donc, thérapie manuelle au niveau cervical, thérapie manuelle au niveau épaule, il y a la bursite, et coude. Donc du coup, je mobilise des zones qui sont importantes pour lui, parce que du coup, c'est là où il y a des problèmes. Si je mobilise que le rachis cervical, et que pour lui, le rachis cervical, il n'y a pas de problème, bon bah... Je pense que je vais passer à côté de certains effets contextuels. Ah, j'aurais pu mettre la vidéo sur l'effet placebo, j'ai oublié de la mettre ici. En termes d'actifs, le but c'était de trouver un mouvement qui sollicite le coude. Toujours pareil, hein, il y a la tendinopathie en miroir, faut faire un truc pour la tendinopathie. Donc avec mobilise le coude, active les muscles et bouge le nerf sans tirer dessus. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Bon, on avait un truc tout bête, c'est que on avait fait du curl, parce que ça avait assez bien marché. On a vu une légère diminution de la douleur. Était-elle significative? Je sais pas. En tout cas, ça avait l'air de lui parler, de mobiliser le coude et tout ça. Donc, on part avec ça. On se revoit une semaine après. On regarde ce qu'il y a en termes de résultats. Bah, pas d'amélioration. Ok. Donc, effectivement, de toute manière, ça fait 2 ans qu'il y a de la douleur, ça va pas changer du jour au lendemain. Ça va changer un jour, ok, mais ça va pas changer du jour au lendemain. Donc, on refait une séance qui ressemblait plus ou moins à la fois. On avait cette diminution légère de la douleur. On dit bon bah, c'est plutôt pas mal.
Résultat après, donc on se revoit, 1 semaine après, donc ça fait 2 semaines qu'on a commencé, pas d'amélioration. Donc oui, 2 ans de douleur, ça va pas passer du jour au lendemain, mais là, il y avait quand même pas d'amélioration. On est sur une mécanosensibilité et en général, bon, bah, quand on fait les choses correctement, il y a quand même de fortes chances que ça aille mieux. Donc, réévaluation, OK, au cas où je serais passé à côté de quelque chose. Donc je ressors tout le bilan. Je me suis dit: J'ai dû passer à côté d'une perte de fonction, d'une neuropathie, d'une radiculopathie ou d'un truc ou d'un machin». On refait tout. Je retrouve exactement la même chose. Donc, alors en général, quand je fais le bilan, où on étudie un petit peu les nerfs ou même la mécanosensibilité, hein, ah, on met en tension, ah OK, ça fait mal dans le coude ici, ah oui, ça reproduit ma brûlure, OK. Et si on met la tête comme ça, ah bah si je mets la tête comme ça, alors du coup, là, la position de la tête où c'était mieux, c'était légèrement incliné, c'était légèrement incliné de l'autre côté avec un petit peu de relevé au niveau de l'épaule. Je vous expliquerai ça après, je sais plus si je l'ai noté. Euh, Oui, c'est bon, je l'ai noté après. Donc, ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, ça change dans votre coude sans qu'on touche au coude. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'en pense que. Je sais pas. Mais beaucoup de cette réponse-là, je sais pas. Bah, en même temps, la personne, je comprends qu'elle soit perdue. Ça fait 2 ans qu'on lui dit tout et n'importe quoi. Donc, se faire un avis, c'était compliqué. Donc, on repart. TM, actif. Et en plus de ça, on rajoute de l'actif intense. Donc, au début, effectivement, on avait mobilisé un petit peu comme ça et tout ça, et j'ai rajouté du travail cardio, ok. Euh, je me suis dit, le cardio c'est bien, parce qu'en fait, enfin, ou le travail intense, hein, on s'en fiche, hein, que ce soit cardio ou muscu, on s'en fiche à distance, hein, là, en l'occurrence, on avait fait les jambes. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, vous allez avoir plein d'effets différents, ok, notamment l'analgésie induite ou l'hypoalgésie induite par l'exercice. Le corps il va sécréter plein d'hormones, plein de molécules antidouleurs, anti-inflammatoires et tout ça, donc il y a une chance pour que ça diminue les douleurs et juste le but c'est de gagner le patient. Donc le patient ça fait 2 ans qu'il a mal, si à un moment donné vous arrivez à lui apporter un soulagement même temporaire, ça va déjà l'aider à se diriger, il va se dire ah ouais bon bah, en fait c'est la seule personne en 2 ans qui m'a un peu soulagé, bah je vais peut-être plus lui faire confiance. Donc, on rajoute ça. Effectivement, à la fin de la séance, bon, on avait un abaissement un peu plus important de la douleur comparé à d'habitude, mais bon, qui est revenu après la séance, c'est logique. Et on avait fait réévaluation de ses habitudes. Et en fait, les étirements qui avaient été conseillés par le premier kiné, en fait, ils étaient encore faits. Sachant que quand j'avais demandé ce que le patient faisait pour traiter sa douleur, il m'avait dit plus rien. Bah, en fait, j'aurais dû poser plus de questions parce qu'en fait, il continuait les étirements. Donc je lui ai dit, pour un nerf qui est sensible, le but, on va peut-être un peu moins tirer dessus. On va voir comment ça se passe. Et en fait, après avoir mis ça en place, il y a eu une petite réduction de la douleur, mais en fait qui était absolument pas significative pour lui. Et donc là, il me dit, je comprends, je lui demande justement est-ce qu'il comprend ce qu'on fait, parce que je sens que en fonction des questions et de comment on fait la séance se passe, je me dis mais il y a un manque de compréhension, on s'est pas compris. Et en fait, il me dit, je comprends pas ce qu'on fait. J'ai une tendinite, une bursite, mais du coup, bah en fait, j'ai pas l'impression qu'on travaille dessus. Et donc là, on fait une expérience. En fait, pour moi, c'était cervical. Donc du coup, je voulais lui montrer qu'on pouvait provoquer ces symptômes avec une position juste en bougeant le cou. Et je me suis dit, si on bouge que, en bougeant que le cou, si ça reproduit tous les symptômes, bon bah, ça sera bon quoi. Et donc on fait une inclinaison côté où il y a la douleur, donc une sténose, enfin en position de sténose, on va dire. Et en fait, on reste comme ça longtemps, plusieurs minutes, hein. Et à un moment donné, ça redéclenche les douleurs. Bras, ça redéclenche même un peu épaule. Le coude, ça reproduit la chaleur, la brûlure dans le coude. Et et en bougeant juste les doigts, un petit peu, ça augmente fortement la brûlure. Ok. On a ça, ok, donc on reste, juste voilà. Juste qu'ils comprennent que le fait juste de bouger les doigts un tout petit peu, là, maintenant, tout de suite, ça lui fasse mal. Je veux qu'il retienne cette douleur. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que je lui dis, bon bah, on va voir si on bouge le cou. Donc on bouge le cou, sans tirer sur le nerf, sans rien. On répète, 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 on répète.
Et là, au bout d'un certain temps, il y a beaucoup moins de douleur dans le bras, moins de douleur dans l'épaule, là, plus de brûlure dans l'avant-bras, et il peut bouger beaucoup plus les doigts sans que ça reproduise la brûlure ici. Là, je me dis, c'est gagné. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Je sais pas. Donc là, je me suis dit, bon bah, si... Après, bon, je comprends qu'il soit perdu, hein. 2 ans de soins avec 25 000 professionnels de santé qui disent tous des choses différentes, bon bah, je peux comprendre qu'il soit perdu. Donc du coup, j'ai de poser des questions pour essayer de l'amener sur le... Est-ce que vous pensez que, du fait qu'on arrive à reproduire votre douleur au coude juste en bougeant le cou, est-ce que vous pensez que ça peut être... que ces douleurs-là, elles peuvent être liées à votre cou? Peut-être. Ok. Est-ce que le fait que, justement, faire des mouvements répétés comme ça diminue la sensation de brûlure dans votre coude, est-ce que vous pensez que ça pourrait venir de votre cou? Oui, peut-être, voilà. Donc on discute, on discute. À un moment donné, je finis par me dire, bon bah, c'est compris, puis de toute manière, l'expérience parle d'elle-même, hein. Dans une position de cou, ça provoque tous les symptômes, quand on bouge un petit peu, les symptômes disparaissent, je me dis, c'est bon. Donc on repart sur le programme de ça ici, avec les mouvements, donc l'actif avec des mouvements au niveau du curl et des mouvements de tête. 2 semaines après, pas d'amélioration. Ok. Donc ça, c'est tout à fait possible que je sois passé à côté de quelque chose. Et en fait, donc on repart, et à un moment donné, donc pendant la séance, on parle, et à un moment donné, il me dit, mais j'ai quoi en fait? Et en fait, pour lui, cette histoire du coup, ça marchait pas. Il a eu beau essayer de lui faire vivre une expérience, je sais pas, ça marchait pas. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez que vous avez? Bah, moi, j'ai ma tendinite en miroir et j'ai ma bursite. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux? Bah, je sais pas, j'ai tout essayé. Que voulez-vous faire? Bah, je pense qu'il faudrait faire des ultrasons pour le tendon. Voilà. Donc, sachant que nous, on n'a pas d'ultrasons, je dis que bah, si vraiment vous pensez que les ultrasons, c'est ce qu'il y a de bon pour vous, bah, je vous invite à aller voir un confrère qui pourra répondre à vos attentes, quoi. Et donc les soins se sont terminés sur ça. Si je pouvais, donc un échec, hein, clairement, là, il y a eu zéro amélioration. Des fois, même si le patient il adhère pas complètement à votre explication, s'il met en place ce que vous lui dites, il va y avoir une amélioration. Et du coup, ça, il va comprendre après. Il va vous faire confiance après. Il va mettre en place, il va dire bon bah vas-y, je vais lui faire confiance, il fait, ça va mieux, et du coup après vous gagnez sa confiance. Là je pensais vraiment que ça allait faire ça. En fait il y avait des comportements qui étaient pas très adaptés, donc on a vu les étirements, en fait donc on a retiré certains étirements. Très drôle ce que je dis parce que je dis on devrait pas se concentrer sur les choses que les patients devraient éviter de faire, et moi j'ai conseillé des choses à éviter. Mais bon dans ce cas-là je trouve que c'est logique. Enfin que c'est logique, c'est absolument pas ça que je veux dire, je trouve que c'est justifié. Soit logique, on s'en fiche. Enfin, non, on s'en fiche, c'est important, mais c'était justifié. Et en fait, il y avait tout un tas d'autres comportements. Moi, je vous ai juste donné cet exemple-là, mais qui était peut-être pas très adapté à sa problématique. Et en fait, peut-être que le fait que ce que je lui explique, ça soit pas cohérent pour lui, bah, peut-être qu'il a pas tout appliqué, et du coup, ça pouvait maintenir ça. Mais évidemment, je dis absolument pas que il a pas voulu écouter ce que j'ai dit, c'est pour ça que ça marche pas. Juste ça a pu participer. Après, moi, j'ai pas été, peut-être pas été assez convaincant. C'était pas assez cohérent l'histoire que je lui racontais pour lui. Ou peut-être que je me suis tout simplement planté et que je suis passé à côté de quelque chose. Ça, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, j'ai pas réussi à aider cette personne, mais vraiment quasiment rien, hein. Effectivement, on avait des petites diminutions de la douleur après certaines choses, mais que ça s'est traduit en rien dans son activité, dans ses activités du quotidien. Ok. Donc, si je pouvais repartir en arrière avec cette personne-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, si je devais recommencer les soins, j'aurais dès la première séance insisté pour être sûr que cette personne elle comprenne mon hypothèse.
Vraiment, j'aurais vraiment insisté bien plus pendant les premières séances, ok? Au lieu de partir du principe que ça avait l'air de lui sembler logique, je me suis dit, bon, bah, il va adhérer, ça va le faire. Mais en fait, j'aurais dû prendre beaucoup plus de précautions. J'ai pris des précautions sur comment j'ai dit que ça allait se passer. J'aurais dû prendre des précautions sur le fait que, sur ce, j'aurais dû prendre des précautions sur le fait que peut-être qu'il allait pas tout, enfin, adhérer à tout ce que j'allais dire. Et surtout que, bah, après, il y a des choses, donc ça c'est ce que j'aurais changé, après il y a des choses sur lesquelles je sais pas ce que j'aurais pu faire. Par exemple, que faudrait-il faire selon vous? Je sais pas, j'ai tout essayé. Ou est-ce que vous avez une idée d'une chose qui pourrait fonctionner les ultrasons? Sur ça, bah après, je pense qu'il aurait fallu que... peut-être que si j'avais eu des ultrasons, j'aurais fait ultrasons, thérapie manuelle actif, peut-être que le tout aurait amélioré les choses. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc j'espère que ce cas clinique, il vous a intéressé. Donc sur cette compréhension, en fait, surtout qu'en fait, je me dis, moi, mais après, on pourra jamais être sûr, hein. On va pas faire un, un argument du chrony où on se base sur quelque chose, comment ça aurait pu se passer, bon, on n'en sait rien du tout de comment ça aurait pu se passer. Mais si c'était juste une mécanosensibilité du nerf radial au tout début, si vraiment il y avait que ça, avec pas de radiculopathie vraiment, si vraiment il y avait que ça, bah peut-être que si il n'était pas passé par tout un tas d'examens et tout un tas de professionnels avec des discours nocebo et toutes ces choses-là, bon bah peut-être que ça se serait mieux passé pour cette personne. Toujours pareil, peut-être. Voilà. Est-ce qu'on est dans un cas où on n'aurait pas fabriqué un malade? C'est la question que je pose. Donc, le cas clinique, il est fini. Le même de la vidéo. Donc, patient avec une lombalgie, la résilience de son corps, les professionnels de santé et leur discours alarmiste. Patients peuvent aller mieux facilement, passer une IRM de routine. Voilà. Ça va empêcher, du coup, la progression. Donc, le cas clinique, il est fini, avec cette présentation un petit peu du trop de soins, c'est mauvais. Pour ceux qui veulent arrêter la vidéo là, bon bah on se dit à la prochaine. Et pour ceux qui veulent rester, on va faire une petite analyse de commentaires sur les réseaux pour voir un petit peu le niveau argumentatif de l'influenceur sur Instagram en 2024. Donc, je suis tombé sur un reel, vous avez forcément vu, mais il date un petit peu, mais bon voilà, où on a quelqu'un qui nous dit, avec plein d'abonnés hein, bien évidemment, plusieurs dizaines de milliers, au moins 50 000 on va dire, est-ce que tu sais que trop croiser les jambes peut dérégler ta posture et ton mouvement? Voilà, c'est ça, comme ça commence le reel, avec ensuite trois arguments très mauvais pour expliquer ça. Donc déjà, moi, ça c'est le genre de choses, ça, de bonne foi, je comprends pas ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire quoi de dérégler une posture, ça veut dire quoi de dérégler un mouvement, il me faut des définitions. Dès que vous avez une personne qui vous parle d'un concept et à aucun moment le définit, c'est déjà quand même quelque chose où... C'est un red flag, ok? C'est... pars pas du principe que j'ai la même définition que toi, quand c'est des termes aussi larges que ça, quoi. C'est vraiment là, c'est nébuleux, moi je comprends pas ça, tu vois. Donc faut que tu me définisses les termes, et toujours pareil, hein, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Fixer les termes, ok? Définir, c'est ça, en fait on fixe les termes, on parle de la même chose ou pas. Comme ça me permet déjà d'un, d'être sûr qu'on a la même définition, et de deux, que la définition elle est correcte. Parce qu'après c'est, voilà, les mots ils ont un sens, il y a des définitions, on n'invente pas les définitions. Et donc ça c'est quelqu'un que je connais, qui lui dit bonjour, premièrement votre argumentaire est faux, nocebo est digne des années 40. Deuxièmement, je ne vois aucune source fiable, du coup ce reel n'a aucune valeur. Donc enfin deux affirmations. Et là on a la réponse de la personne qui a fait la vidéo, qui est assez incroyable. Parce que je me suis dit, c'est vraiment ça le niveau de l'influenceur, je sais pas si on peut dire moyen, mais de 2024. Enfin, moi, écrire ce genre de message, pour moi, j'aurais jamais pu faire ça, hein. Pour écrire ça, pour moi, c'est une honte. Mais bon, on va l'analyser, on va voir pourquoi je pense ça. Qu'est-ce qu'une source fiable au juste? Bon, alors déjà, si tu sais pas ce que c'est une source fiable, c'est quand même problématique. Mais bon. Regarde les autres commentaires, tu verras le nombre de gens qui ont mal. Donc en fait, on parle de la position assis, jambes croisées, hein, qui ont mal, c'est dans leur tête, car tu n'as pas trouvé d'études sur le sujet,
et tu ne perçois pas le message car tu as décidé que le reel n'a pas de valeur. Le message est de changer de position régulièrement. Donc le fait que le message soit de changer de position régulièrement à la fin, il est bon, mais c'est pas parce que tu mets quelque chose de bon à la fin que ça justifie tous les arguments pourris que tu as mis avant. Donc c'est dans leur tête, car tu n'as pas trouvé d'études sur le sujet. Donc là, on a clairement un homme de paille, ok, où le but c'est En fait, on caricature tellement la position de l'adverse qu'en fait, elle est tellement déformée elle devient indéfendable, en fait. Donc là, il faut tout de suite le noter. Si dans ce commentaire-là, vous comprenez qu'on dit que la douleur des gens elle est dans leur tête, c'est pas possible de dire ça. Donc là, on a vraiment un homme de paille. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet influenceur-là, qui fait souvent des reels qui posent problème et qui donc reçoit des commentaires qui vont le critiquer, ses reels, hein, son discours, une fois on lui a dit qu'il avait fait un homme de paille et il avait compris qu'on l'insultait. Donc voilà, en répondant non mais faut pas m'insulter, nanani nanana. Non mais donc il ne sait pas ce que c'est un homme de paille, donc voilà, ça donne déjà le niveau de débat de la personne. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une différence entre le fait que des gens, c'est ce que j'ai répondu, il y a une différence entre le fait que des gens aient mal dans cette position et la validation de vos affirmations. Effectivement des gens peuvent avoir mal jambes croisées, ça ne veut pas pour autant dire que ça crée des déséquilibres ou des désalignements. Ça c'est quelque chose quand même qu'il faut comprendre, parce que là il nous dit que vu qu'il y a des gens qui ont mal en croisant les jambes, c'est tout à fait possible, ça justifie le fait que ça dérègle la posture et ça dérègle le mouvement. On va prendre une autre chose. C'est comme si je vous disais, on va caricaturer, hein, mais c'est exactement comme si je vous disais, par exemple, quand vous faites des pompes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait... Ouais, alors je vais reprendre encore une analogie avec des lutins, parce que je sais pas pourquoi, c'est la seule chose qui me vient quand je dois faire des analogies. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des pompes, en fait, ça peut faire mal aux épaules. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites ce mouvement-là spécifiquement, les petits lutins qui vivent dans vos épaules, en fait, ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, en fait, ils s'amusent à miner dans les os et à couper vos tendons. Ok? Et là, vous me dites, bon, Mika, tu délires, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, il y a des gens qui ont mal aux épaules. Vous me dites, bah oui. Donc, cette histoire des lutins est vraie. C'est complètement débile, ok? Bah, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont mal jambes croisées et qu'on a dit que c'était parce qu'on croisait les jambes que ça allait dériver la posture et que ça dérivait le mouvement que c'est vrai. Voilà, c'est vraiment ça le niveau en 2024. Et ensuite, on a en fait une espèce d'argument circulaire. Alors l'argument circulaire, moi je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit la personne, elle sait pas qu'elle utilise un argument circulaire. Donc déjà, vous savez que en termes de logique, qu'en termes de rationalité, elle a un niveau qui est éclaté. Ok? Quand vous utilisez un argument circulaire et que vous savez pas que vous utilisez un argument circulaire, vous avez un niveau de débat, de logique et de rationalité qui va être éclaté. C'est sûr et certain. Deuxième chose, si la personne sait qu'elle utilise un argument circulaire contre vous, c'est qu'elle vous prend vraiment pour un débile. Si elle le fait de manière consciente, si elle le fait sciemment, c'est qu'elle se fout de votre gueule. Clairement. Ok, c'est vraiment, elle se dit, toi t'es vraiment un débile, je vais utiliser ça, tu vas même pas le voir. C'est quoi l'argument circulaire? C'est croiser les jambes, ça donne des douleurs au dos. Comment tu le sais? Parce que des gens ont mal au dos quand ils croisent les jambes. Voilà. Voilà, l'argument circulaire. En fait, il faut apporter une preuve externe aux affirmations que vous faites si vous voulez prouver. Voilà, l'argument circulaire, c'est la conclusion, et c'est exactement ce qui est marqué ici, qui résulte des arguments eux-mêmes basés sur la conclusion. Donc en fait, vous tournez en rond et il n'y a aucune source extérieure qui arrive à ça. Voilà. Donc voilà le niveau de débat qu'on peut avoir en 2024 avec des influenceurs sur Internet qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. Donc moi, je trouve que c'est scandaleux, ce niveau-là. D'où le fait qu'il faille s'abonner à mon compte TikTok, où on est 40, et où j'ai besoin de 1000 personnes pour pouvoir faire des débats et organiser des débats. Alors je pense pas que ces personnes viendront, mais au moins, ou avoir des personnes qui pensent comme ces personnes. Voilà, pour en tout cas avoir des débats intéressants, je sais pas, mais en tout cas pouvoir déconstruire ces idées devant plusieurs personnes. Donc là, la vidéo, cette fois-ci, elle est finie. Et puis, donc j'espère qu'elle vous a plu, et puis on se dit à bientôt. Salut!